J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Je vous transmets les salutations de toute l'équipe du Studio 7 de Canal Algérie, à leur tête le réalisateur Nabil Telibech, comme à l'accoutumée bien sûr, chaque vendredi soir, l'émission 21 Boulevard des Martyrs vous vient avec beaucoup plus de films, de documentaires et parfois même bien sûr des pièces théâtrales. Pour cette soirée, nous vous avons choisi un film qui rend hommage d'abord à la bravoure et au courage du peuple algérien dans son combat pour la liberté, mais aussi c'est un film qui rend hommage à la résistance de Lalla Fatma Soumel qui a commencé dès 1850 alors qu'elle était jeune. Un film qui a bien sûr marqué les esprits parce qu'il sort en 2014. Il est réalisé par l'un des plus grands réalisateurs algériens, oui je le dis, il s'appelle Belkacem Hadjadj. Beaucoup de poésie dans ce film et puis vous allez voir que dans ce film il y a beaucoup d'esthétique. Chaque cadre est un tableau que vous pouvez tout simplement apprécier, voir toute la coloration et les couleurs et la richesse de notre patrimoine. C'est le choix de 21 Boulevard des Martyrs et puis c'est un espace d'expression pour bien sûr les personnes de la grande famille du cinéma, de la culture et des arts en Algérie. Ce soir, ça va être une soirée de reconnaissance mais aussi d'hommage à ce grand monsieur qui s'appelle Belkacem Hadjadj, j'y arrive, et je vais demander tout simplement à Nabil Telibech et Hassiba Hasnaoui de nous envoyer un extrait du film de ce soir. Une belle et une grande histoire à suivre absolument ce soir sur Canal Algérie. Bien sûr, c'est l'histoire de la résistance et de la résistante Lalla Fatma Soumel qui était bien sûr sur la lignée des résistances comme celle de l'émir Abdelkader et puis de Boumaza, Cheikh Boubarla, Al-Muqarani, Cheikh Haddad et la résistance des Zaatcha et plein d'autres bien sûr. Lutte et combat du peuple algérien encore une fois pour son indépendance et pour sa liberté. Elle a fait face bien sûr aux hommes du maréchal Rondon, hein. Elle a fait face à plus de 13 000 hommes dans des batailles incroyables qui restent mémorables et historiques à transmettre à notre jeune génération. Bien sûr, il y a l'actrice Laetitia Haïdou qui va jouer le rôle principal avec Belkacem Hadjadj. Bien sûr, nous allons parler de cette belle aventure, j'allais dire linguistique, parce que Belkacem Hadjadj fait aussi de la pédagogie et apprend et fait apprendre la langue amazigh à d'autres, bien sûr, nationalités, à tout simplement la poésie de Elie Amaran qui chante magnifique. C'est un beau voyage dans notre pays à travers, bien sûr, encore une fois, cette richesse et cette pluralité culturelle. Salim Moussalès, il joue dans ce film et c'est lui qui participe dans d'autres, bien sûr, aventures du cinéma amazigh. On le salue et plein d'autres belles âmes qui viennent du cinéma et du théâtre et tout simplement de la famille de la culture. C'est un honneur pour moi et un privilège ce soir d'accueillir M. Belkacem Hadjadj. Bonsoir M. Hadjadj. Comment bonsoir Amin. Merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous voir après cette crise sanitaire qui nous a empêchés de vous accueillir parce qu'on a tenté de vous avoir dans l'émission plusieurs fois, mais là on est de retour et l'humanité a bien dépassé cette grande crise. Je suis là avec plaisir, vous le savez. Oui. Belkacem Hadjadj, le concept de l'émission ce soir, on vous l'explique parce que vous avez déjà assisté à Ciné Thématique, une émission qui propose des films. D'ailleurs, nous avons pu, à travers votre présence, passer Lalla Fatma Soumel, j'allais dire à l'époque en exclusivité. On était la première télé à le diffuser et c'était grâce à vous. Et puis Femme Taxi à Sidi Bel Abbès, Choumaïssa, cette histoire d'une brave femme qui a fait face aussi à l'obscurantisme et qui a insufflé de belles ondes à toute une région. Et comme on est au mois de mars, hein, c'est aussi l'hommage à toutes ces femmes algériennes courageuses qui continuent bien sûr, leur combat et puis qui insufflent encore une fois l'amour et cette envie de développer le pays. Mais ce soir, c'est pour vous qu'on fait cette émission. Parce que pour nous, Belkacem Hadjadj, c'est un nom incontournable de la famille de la télévision algérienne. Après avoir fait des études en Belgique, vous avez tenté l'écriture, vous avez fait beaucoup de choses. Vous décidez dans les années 70 de faire partie de cette grande famille de l'image, du son, du montage, du cadre. Et peut-être ma première question que j'ai envie de vous poser, M. Belkacem Hadjadj, comment est venu cet amour pour le cinéma? Je vais vous ramener à votre enfance. Hein. Oui. C'est-à-dire, en réalité, ça a commencé d'abord par le théâtre. Ah. Quand j'étais déjà... Moi, vous savez, j'ai grandi à Saïda.
Et à l'époque, il n'y avait pas de lycée à Saïda, donc quand je suis arrivé au niveau du lycée, j'ai dû aller à Oran. Et à Oran, donc, il y avait un conservatoire. Il y avait aussi, à l'époque, l'Institut, le Centre culturel français qui faisait des cours de théâtre. Et donc, j'avais commencé en réalité, déjà fait Saïda, on avait un prof de littérature avec qui on faisait des petites des lectures de textes, des lectures de bouts, de fragments de pièces, de théâtre. Et puis, j'aimais ça. Et pour l'anecdote, à la fin de l'année où j'étais en troisième, donc je fermais le cycle de mes études à Saïda, le collège avait fait une fête de fin d'année. D'accord. Et on avait fait un spectacle. Et dans ce spectacle, j'avais joué. Je ne me souviens plus d'ailleurs que c'était des extraits de pièces. Et 2 ou 3 jours plus tard, tout à fait par hasard, ma mère m'a envoyé acheter je ne sais plus quoi chez le droguiste. Il y avait un grand droguiste à Saïda qui était vraiment un des notables de la ville. Et donc je rentre, bon, il y a ces ouvriers qui travaillent, puis lui toujours au fond dans un bureau. Et j'ai dit au gars, donne-moi ça. Et puis il m'a dit, ah, Hadjadj, alors viens. J'étais étonné parce que c'est un monsieur d'abord d'un certain âge et tout. Et donc, son personnel, là, m'ouvre le comptoir et je vais chez lui. Oui. Et puis, il me dit, c'est bien ce que vous avez fait hier, hein, Ayaak. Et il me met 50 dinars dans la main. Pour moi, à l'époque, 50 dinars, c'était une fortune. Oui. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de si merveilleux hier Et là, quelque chose... Il y a une étincelle. Oui, quelque chose s'est déclenché. Et c'est pour ça que, donc, dès que j'étais arrivé à Oran... Je m'étais inscrit au cours de conservatoire d'Oran, au cours du Centre culturel français. Et à l'école normale, on était des internes, avec quelques copains de classe et tout. On travaillait, on faisait des petits sketchs, des petites scénettes et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Toujours pour l'anecdote, la première année où on était à Oran, je me souviens, parce qu'à l'époque c'était une tradition, on faisait des fêtes de fin d'année. Oui. La fête de fin d'année avait été filmée par la télé d'Oran. D'accord. Et j'avais monté une espèce de tableau, de tableau très symbolique. Hein. Il y avait une rangée de moissonneurs, Zama qui peinaient sous le soleil, qui moissonnaient, et puis derrière eux il y avait un type avec un fouet. Et celui qui avait le malheur de rester un peu en retard du rang, de la droiture du rang, et à paix. Et c'était moi, bon, évidemment. Et je reçois le truc et tout, on fait tout le truc. Et comme à l'époque, c'était la première fois, la télé était... je sais que chez moi, la télé venait de rentrer, ça fait pas longtemps, ça remonte à 67, 68, quelque chose comme ça. Eh bien, ma mère, ayant vu cela... évidemment pensait que c'était vrai, et il paraît qu'elle avait passé toute sa soirée à chialer, quoi, à pleurer. À pleurer, bien sûr. Parce qu'elle croyait que c'était réel, quoi. Oui. Elle croyait que c'était réel. Oui. Et donc, après cela, j'ai passé mon bac et tout. Je suis venu à Alger pour faire des études d'anglais. J'ai choisi de faire des études d'anglais pour que ça me laisse le temps. Pourtant, j'étais un scientifique. J'aurais pu continuer dans les sciences. Hein. Mes 2 bacs chauds, le bac algérien et le bac français, je les ai eus. L'un en sciences expérimentales, qu'on disait à l'époque, et l'autre en maths LM. D'accord. Mais j'ai choisi ça pour que ça me laisse du temps pour continuer à faire du théâtre. Donc, arrivé à Alger, je me suis inscrit au conservatoire d'Alger. Où j'ai été avec Omar Gendouz, avec Malika Boussouf, qui est maintenant journaliste, Riouet, était dans la classe, Atman, qui était dans la classe en arabe et tout. Et à l'école normale supérieure, avec des amis, on avait créé aussi un groupe, on avait un ciné-club, et on avait aussi une troupe de théâtre. Et au frottement du ciné-club, le virus du cinéma est rentré, tout doucement. Et progressivement, j'allais dans le cinéma. Voilà. Et puis, taf, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est là où je suis parti à Bruxelles faire mes études. Alors, vous allez intégrer, bien sûr, la télévision belge, où vous allez... Oui, après avoir fini mes études à l'INSAS de Bruxelles, donc j'ai travaillé à la télévision belge, effectivement, pendant quelques années. Mais en fait, vous savez, quand on fait un métier de création, on dit toujours que la dynamique, le process de création tire ses racines de l'enfance. Et comme moi j'ai grandi en Algérie et tout, donc je n'avais pas vraiment en profondeur, je n'avais pas beaucoup de choses
à partager avec le public belge. Je faisais mon boulot de réalisateur technicien. D'accord, voilà. Mais il n'y avait pas des choses qui me faisaient vibrer que je pouvais partager avec les trucs. C'est là justement, où j'ai décidé de rentrer. De profondeur, parce que vous rentrez en Algérie et quand on est journaliste, quand on est intéressé par, bien sûr, toutes les productions qui ont été réalisées au 21 Boulevard des Martyrs, quand on tape le nom de Belkacem Hadjadj, il y a des films qui ressortent comme ça, comme La Goutte. Et puis il y a Le Bouchon de films. Et puis il y a d'autres découvertes, hein, comme Al-Khamsa, on en parlait avant de commencer cette émission, qui est à mon sens une bouffée d'oxygène humoristique, mais qui traite la profondeur aussi. Et chez Belkacem Hadjadj, il y a trois facettes, à mon sens. Il y a la facette de celui qui travaille sur des thématiques très profondes, des thématiques qui concernent notre histoire, ancestrale, très très lointaine. D'ailleurs, vous faites partie de ceux qui ont tout de suite compris qu'il fallait faire de la reconstruction de ce qui a été déconstruit par le colonisateur, avec Bouzid El-Qal'i, avec bien sûr tout récemment avec la Fatma Nsoumer. Et puis à la deuxième facette, celle du comédien, celui qui aime camper des rôles, celui qu'on voit à l'écran. Et puis le troisième volet, à mon sens, c'est celui de l'humour. L'humour caché de Belkacem Hadjadj. C'est vrai que quand on voit Belkacem Hadjadj comme ça, avec sa carrure, votre charisme, vous êtes une personne, on a l'impression, de très très sérieuse, de très fermée. Excusez-moi, je vous le dis franchement, c'est aujourd'hui, on s'est entendu que ça soit une émission basée sur le cœur et le feeling. Mais après, quand on voit ce que vous avez réalisé dans les caméras cachées qui ont marqué le peuple algérien, notamment en 2000, je crois, et 2015. En 2003. Oui, dans les années 2000. Taksim Medjnoun, là où vous prenez toujours avec vous votre copain, bien sûr, Omar Gendouz, magnifique, qui vous aidait à fabriquer ces idées à la fois subtiles, qui font rire et sans agressivité, parce qu'avec toutes les caméras qui sont venues après, le public les a rejetées, mais les vôtres, elles ont réussi. C'est quoi ce côté-là humoristique qu'on ne connaît pas de Belkacem Hadjadj? Vous êtes une personne qui rit beaucoup, qui aimait les blagues, qui aimait les choses comme ça, qui font rire, des situations burlesques? Mais parce que tout simplement, je fais partie de ces gens qui considèrent que, voilà, comme l'avait dit Molière, et pas seulement lui, c'est bien de faire plaisir et de faire réfléchir. Hein? C'est pour ça que de ce point de vue-là, l'humour est tout à fait indiqué. D'abord parce qu'on peut traiter des problèmes graves et lourds par des paraboles, sans que ça soit, comme vous dites, très sérieux, etc. Hein? Et on fait plaisir au public, c'est important. Et puis moi, quand j'avais fini mes études, c'était la période faste de la comédie italienne, de tous les films qui ont fait ce qu'on appelle les films de comédie italienne, avec les Mastroianni, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, etc., etc. Et à l'époque, ça nous avait nourris. Ça nous avait nourris, et c'est pour ça que aussi bien Le Bouchon que même La Goutte, alors l'américain, je veux dire, la série El Khamsa et tout, sont basés sur l'humour. Sont basés sur l'humour. En même temps, se posaient à moi des questionnements de professionnels, de réalisateurs, qui étaient les suivants. Je venais de faire mes études dans un institut occidental, dans une culture qui n'est pas ma culture de base. Et donc, je m'étais posé la question de savoir, mais il y a le cinéma, le langage du cinéma est né chez eux, hein, il est dans le monde, ce qu'on appelle maintenant le monde occidental, les pays développés, etc. Et nous étions encore une société, et nous le sommes toujours d'ailleurs, une société profondément travaillée par l'oralité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pendant les 130 années de colonisation, l'occupant avait tout détruit. Les madrasas, l'écrit, tout ce qui était possible à réprimer, il l'a réprimé, il l'a éliminé. Il n'y a qu'une seule chose qui lui échappait, la parole. Parce que qu'est-ce que tu veux, la parole ? On ne peut rien faire. Et bien même la parole. À l'époque, il y avait des meddah à qui on cassait les dents
parce que dans leur récit qu'ils faisaient, Felswag, etc., dans les sourds et tout, il y avait une part de, comment on appelle ça, de subversion. De subversion. Hein. À tel point d'ailleurs qu'un éminent ethnologue français qui s'appelle Desparmé, qui dans le début du siècle précédent, il a travaillé sur les Meddah. Dans un premier temps, il a dit, mais quels artistes, ils sont capables, ils sont éloquents, ils ont une facilité de parole et tout. Oui, comment? De transmettre, mais là, il comprend que c'est populaire et que ça parle à la population, entre parenthèses, indigène. La première étape. C'est détaché de l'élite. La première étape, il comprend leur performance. Mais très vite, quand il a commencé à analyser les textes, il s'est rendu compte que ces textes étaient subversifs. Et 20 ans plus tard, il a compris ça. Et c'est à partir de ce moment-là que les Meddah étaient surveillés. Vous savez que quand ils font la tournée, ils vont Winmsha ou Hadi, ils étaient suivis. Hein. Et leurs textes, ils devaient donner les textes à la police avant de les dire. Parce que dedans, il y avait un langage populaire, il y avait de l'algérianité, il y avait de l'authenticité, il y avait bien sûr les paroles que comprenaient tous les Algériens à l'époque qu'on traitait d'indigènes. Et là, vous me faites penser bien sûr à l'interdiction de Guéragous par l'un des administrateurs ici français colonisateurs en Algérie. On a un petit peu envie de revoir cette caméra cachée, avec vous bien sûr, et sur ce dispositif de la caméra embarquée, ça c'est la signature bien sûr Hadjadj. Moi j'ai envie de dire à Hassiba, envoyez-nous un extrait comme ça va nous faire rire, ça va nous détendre, et puis les téléspectateurs vont certainement aimer cet instant-là de la caméra cachée de Belkacem Hadjadj. Hadjadj, franchement, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, j'ai choisi, je vais vous le dire sincèrement, on a choisi avec Nabil, avec toute l'équipe du 21 Boulevard des Martyrs, cette séquence-là parce qu'il y avait quelqu'un qui nous a quittés dedans. Hamdan, l'homme magnifique qui était, Allah Ibarak, un homme baraqué, qui avait de la force musclée, et imposant. Et puis il y a vous derrière et qui suivez dans l'autre voiture, qui suivait la voiture piège. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette partie-là, cette phase-là dans votre vie, des moments partagés avec des comédiens D'abord, comme Samia Mezziane c'était pour tout le monde un moment de plaisir et de délire, de tournage. Hein. Parce qu'à l'époque, pour des raisons pratiques, j'avais un appart du côté de Cheraga. Et donc j'ai mis toute l'équipe, on dormait parce qu'il fallait se lever tôt, mettre le dispositif des caméras, des micros et tout dans la voiture, et puis aller à la pêche. Il fallait prendre les gens très tôt le matin, etc. Et puis tous les soirs, on regardait les rushs, on était par terre, on était morts. Et alors, au fur et à mesure, ce genre de travail, c'est que tu as une idée au départ. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu bosses, elle se développe, il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé qui arrivent, des idées comme ça qui fusent, comme la chanson de Taksim Mjnoun. Qui est jouée par Hamdan avec sa guitare. Un soir, comme ça, on avait dîné ensemble, parce qu'on était toute l'équipe ensemble. Et puis j'ai dit, ce serait bien qu'il y ait quand même une chanson pour le film et tout. Le lendemain matin, Hamdan, que j'avais laissé à table, il ne m'avait rien dit, il me lit le texte en le fredonnant. Et moi, je ne lui connaissais pas ça. Moi, je le connaissais comme comédien. D'accord? Et puis, il a c'est génial. Donc j'ai discuté, j'ai dit ça. Et puis ça l'a excité évidemment. Il s'est mis dessus et voilà, ça a donné. Ça a donné ça. Un tube que. On va écouter ensemble. Ça va donner ça, ça a donné ça. Et moi, je connais les paroles par cœur. On y va, Nabil. Ça marche bien. Moi, j'ai de l'émotion parce que. C'est quelque chose qui nous parle tous. C'est devenu. Il y a beaucoup de choses qui sont nées comme ça, par une espèce de dynamique, de délire. On délirait. Oui, on délirait tous les soirs, même les numéros. Le numéro de Hamdan, justement, quand il rentre. Ben, quand on en a parlé la première fois, je me souviens, j'aurais dit, tiens, si on tentait telle chose, il y en avait parmi le groupe, je dis, on essaye.
Et puis c'est avéré être le numéro qui était le meilleur. Franchement, les gens sortaient de la vitre de la voiture. Parfois, c'était dangereux. Je ne sais pas comment vous avez géré en tout cas ces aspects liés à la sécurité des personnes piégées. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu avoir des problèmes. Un jour, par exemple, il y a eu quelqu'un qui était diabétique. Ah là, c'est... Ouais. Ah, j'ai eu la peur de ma vie, là. La peur de ma vie. Le type était bleu. Il allait y passer, hein. T'as fallu ramener tout de suite un verre d'eau, et puis voilà. Heureusement, ça s'est bien passé. Et puis il y a des gens qui se fâchent. Il y en a un jour, il était baraqué. Quand on a fini et tout, il est parti, et puis il avait un panier. Il avait comment on appelle ça, un cardan, le panier. Le fait du cardan, je l'ai mouraïa. Netes Hamdan, qui était aussi costaud que lui, qu'il avait retenu. Heureusement, il a fait le garde du corps et... Ah oui, non, il y a comme ça des réactions parfois. Ouais. En tout cas, c'est une très très belle aventure. Puis vous ramenez une autre aventure, bien sûr, avec Hicham Sbah, dans une autre caméra cachée. Oui. Aussi magnifique. Oui. Rappelez-moi le titre. Hagda ou l'Akhtar. Hagda ou l'Akhtar, celui qui éternue sur le public. En tout cas, ce sont de belles idées. Ça, c'est la facette de Qasim Hadjadj, qui adore la comédie et puis ces situations. Et il y aura, je crois, une caméra cachée, vous nous dites, c'est un projet, pour l'autre Ramadan, et on attend tous. Et toute cette production, on sait qu'il y a la signature de Qasim Hadjadj. Après, il y a un film. Moi, qu'on a passé. On a passé à Canal Algérie, Le Bouchon. Très particulier, parce que là, vous avez eu un casting fabuleux. Vous avez ramené pratiquement les number one de la comédie algérienne, et quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est Serhat Boumediene, parce que quand on parle de Serhat, c'est un peu celui qui est parti trop vite à un moment donné. C'est quelqu'un qu'aurait pu l'Algérie, le cinéma, le théâtre, non pas seulement celui de l'Algérie, du Maghreb, du monde arabe, en profiter, parce que un Serhat, on n'en fabrique pas tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 50 années. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ce soir, on va faire une halte sur Serhat Boumediene et vous. Comment est venue cette connexion entre vous et Serhat? Alors, Serhat Boumediene, il se trouve que moi, évidemment, j'aime beaucoup Abdelkader Alloula, l'Aramo, et donc je voyais toutes ces pièces et tout. Gouel, donc lui, il est dans votre thématique. Ah bah oui, comment il s'appelle? Serhat, c'est un des comédiens pivots de Alloula. De notamment dans les jouets, les généreux, il était wow. Alors, un gars comme Serhat, c'est le genre de comédien qui dégage une telle puissance de présence, de jeu, le danger, le risque, c'est que ces gens-là, les metteurs en scène les laissent faire. Et puis, malheureusement, si on ne les canalise pas, d'abord, ils risquent progressivement de cabotiner, parce s'il n'y a pas de degré d'exigence en face d'eux. Bien non, c'est pas ça. Moi, je voudrais que tu fasses autre chose. Ces gens-là, il faudrait leur faire toujours ce qu'on appelle des contre-emplois. Il faut leur faire des trucs. Il ne faut pas le laisser dans ce qu'ils savent faire facilement. Et moi, dans ce que j'ai fait avec lui, d'abord dans le Bouchon, le Merja, et plus tard, plutôt Bouziane Kalaï, voilà. Ou plutôt dans Bouziane Kalaï. C'était dans Bouziane Kalaï, je lui ai fait faire plusieurs personnages qui ne sont pas obligatoirement de son registre d'humour, et les a campés à merveille. C'est-à-dire, c'est comme un monologue là où, plusieurs monologues là où on y voit, malheureusement on a essayé de sauver cette copie-là. Cette copie, on l'a ramenée d'Oran. Il y a les équipes des archives qui sont en train de travailler sur la bande-son, parce qu'elle est un peu désynchronisée, je vous le dis comme ça, avec les téléspectateurs, en présence des téléspectateurs. Il y a un travail qu'on est en train de faire pour sauver cette œuvre cinématographique qui est Bouziane Kalaï. Là où justement vous mettez Serhat Boumediene, j'allais dire peut-être que lui-même s'est inspiré de ce que vous lui avez donné à l'époque pour faire Chaïb el-Kheddim, là où il se parle à lui-même. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, Bouziane Kalaï, le départ de ce film-là, c'était l'intention et la volonté de me confronter en tant que cinéaste, donc avec une caméra, à l'oralité.
Le thème, en général, le thème, comment dire, phare de l'oralité, c'est le mythe du bandit d'honneur. Parce que le bandit d'honneur, le mythe, n'existe que dans l'imaginaire, il n'existe pas dans la réalité. Très rapidement, c'est quoi un bandit d'honneur? Un bandit d'honneur, dans une communauté, paysanne en général, opprimée par un pouvoir extérieur, opprimée complètement. À un moment ou à un autre, un membre de cette communauté ne supportant plus ce qu'il subit. À titre d'exemple, il y a eu des bandits parce que le caïd leur a touché à leur femme et tout, il n'a plus rien à perdre. Il zigouille le gars. Et puis il fuit dans les montagnes. Et comme il est de la région, il connaît les lieux. Et comme il a le soutien, dans un premier temps, de sa communauté, les gendarmes et tout ont du mal à le retrouver. Mieux, comme lui connaît le terrain, il leur tente des embuscades. Et donc il en zigouille quelques-uns. Et du coup, les membres de la communauté qui voient contre lesquels ils ne peuvent rien, ils voient que le gars en a zigouillé un, que tel gendarme, que tel qaïd ou hadi, il commence à le chanter. C'est-à-dire, grâce à ce personnage-là, il se venge mentalement. Et à travers la poésie et les chants, ils se vengent de leur sort et ils se vengent de leur truc en vantant les exploits de ce bandit d'honneur. Mais au bout d'un moment, cette communauté crée un personnage fictif qui n'a plus rien à voir avec le personnage réel. Et d'ailleurs, quand ils créent le personnage fictif, le personnage réel est Ruhfiha, parce qu'ils n'en ont plus besoin et parce qu'au bout d'un moment, ils leur ramènent des ennuis, parce qu'au bout d'un moment, la force, les gendarmes et tout, ils viennent voir la communauté, si vous ne nous aidez pas à l'arrêter, eh bien, c'est vous qu'on va réprimer. À partir de ce moment-là, ils le lâchent et ils le trahissent parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. Ils ont créé le personnage imaginaire. Un mythe. C'est la raison. Et ça dure plus longtemps. Absolument. C'est la raison pour laquelle, de manière systématique, tous les bandits d'honneur, ici ou ailleurs, que ce soit en Italie ou en Corse, sont toujours trahis par les leurs. Et donc, d'ailleurs, pour une bonne raison, pour ne pas les capturer, leur faire du mal et essayer de passer vers un autre, c'est ça ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire vers un autre personnage imaginaire. Qui n'existe pas. Tu sais, il y a un roman d'un écrivain turc. Il a fait 2 romans sur un bandit d'honneur. Mehmet le Faucon et puis Mehmet le Mince, ou l'inverse, je ne sais plus, sur le même personnage. Alors, il y a une scène où Mehmet Hada, il est épuisé partout, ses amis ont été tués et tout. Il vient se cacher chez sa mère. Chez sa mère où plus personne ne le cherche. Il se cache. C'est comme un peu dans les maisons kabyles, c'est-à-dire là où il y a les vaches et tout, pour que personne ne le trouve. Et à un moment donné, un groupe de femmes viennent. C'est comme si tu disais, la maman habite Zaïr ou là, et puis des femmes viennent de Tlemcen. Et ils ramènent des cadeaux à la maman. Merci d'avoir enfanté Mehmet, chez nous, il a déjà zigouillé, ils sortent. Quelque temps après, un autre groupe de femmes, c'est comme s'ils venaient de Constantine, et ils disent la même chose. C'est ça le mythe. Donc il y a une diversion. Voilà, et voilà, il y a une diversion pour un personnage qui n'existe pas réellement, mais il existe tellement dans la poésie, dans la chanson et dans l'imaginaire des gens qu'ils en font ce qu'ils veulent, ils le font vivre là où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est la force du mythe. Et ils sont bien sûr des personnages à substance très forte parce que tout simplement ils incarnent le courage face à l'oppresseur, face à la colonisation française, face bien sûr à l'injustice et à cette ségrégation que le peuple algérien avait subie dès 1830. J'avais prévu un extrait sur le Bouchon parce que le Bouchon justement on y voit votre comédien préféré, j'imagine. Serhat Boumediene, et avec Gendouz aussi. Oui, précision sur... il y avait Fawzi Saïché. Précision sur le Marja, le Bouchon. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur premier pas là-bas. Ah oui. Comment il s'appelle Ramimaz Fawzi Saïché. Il était très jeune, on le voit. Comment il s'appelle Il est décédé, Rachid Dallas. Qui c'est qu'il y avait encore Il y en avait 2 ou 3, c'était la première. Parce que avec le film, il avait la particularité suivante. Moi, je venais de rentrer. Et au moment de former l'équipe, le hasard a fait que
on était plusieurs à faire notre premier film. Safi Boutella, c'est son premier long métrage, donc en musique. Il y avait Harket Belkacem, scénographe. Je l'avais pris comme l'arbre. Omar Gendou, c'était son premier film. Serrat, c'était son premier film. Saïchi aussi, etc. etc. Ouais. On était tous, c'était notre premier truc. Il y avait une anecdote, vous avez failli les brûler toutes et tous dans un bus. C'est pas moi. C'est pas vous, mais la technique a un peu failli parce qu'on a oublié de faire les filtres qu'il fallait pour les protéger d'un projecteur brûlant. C'est le directeur photo qui avait mis le projecteur. Comment dire, la gélatine. Non, pas les gélatines, la vitre de protection comment on appelle ça, du projecteur s'était cassée et il l'a laissé quand même. Or, cette vitre, elle filtrait les UV. Ouais. Elle laissait passer les. Et le lendemain, parce que tout le monde était dans le bus, le lendemain, je vois que les gens arrivent en retard. J'étais excité. J'ai dit, vous allez nous faire perdre une journée ou là. Alors, le premier, j'ai mal aux yeux, et tout ça. Et puis, je vois quelqu'un d'autre. Il n'a pas seulement les yeux rouges, il a des marques rouges. Et il y avait une femme qui était à l'époque habilleuse et qui avait joué dans un des personnages du bus, mais alors qui était complètement brûlée. Avec comme la peau, qui et alors là, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et puis, de fil en aiguille, on a compris que c'était le projecteur qui était... Et il fallait beaucoup de biafine ce jour-là pour il y en a eu. Monsieur Belkacem Hadjadj pour continuer son film, parce que sinon, ça ne faisait pas du tout... ça faisait faux raccord par rapport à la dessin. Non, on va voir, bien sûr, une partie du bouchon, enfin un extrait du bouchon, on revient juste après, parce qu'il nous reste aussi voir Belkacem Hadjadj dans son rôle dans le film Meshahou. Et bien sûr, on vous promet, chers téléspectateurs, que le bouchon va être probablement programmé dans 21 Boulevard des Martyrs spécial London, parce qu'on y sera London avec d'autres émissions, notamment séquence d'archives de Mounia Faïd qui va faire son retour, là où elle vous proposera aussi des extraits de sketchs, de films, et j'espère que ces films-là vous feront plaisir, en tout cas à nous, c'est du baume au cœur. Et puis on parlait justement de vous en tant que comédien, Monsieur Belkacem Hadjadj, et que représente pour vous franchement Meshahou? Parce qu'on y sent que il y a tout on vous sent bien dans votre peau, on vous sent dans votre élément. Est-ce que c'est par rapport au fait que vous soyez justement dans ce village au sommet bien sûr des montagnes du Djurdjura, c'est l'histoire aussi parce qu'il s'agit de contes de nos grands-mères, Tel Meshahou, ça veut dire ces contes-là berbères qui existaient à Mazir, et puis la trame est trop belle et la période et le contexte étaient particuliers. Et franchement, moi, quand on regarde le film Meshahou, il y a un Belkacem Hadjadj qui capte les regards et qui est imposant dans ce film. Où est-ce que vous le placez où est-ce que placeriez-vous le curseur sur vos films Meshahou, où est-ce que vous le mettez? Non, Meshahou, pour moi, c'est le film. C'est le film. En termes de peut-être de maturité professionnelle, mais pas seulement. Quand je dis maturité professionnelle, c'est-à-dire, je ne parle pas de la maîtrise de faire des films, de cette, je vous disais tout à l'heure, le rapport entre le cinéma et l'oralité, là-dessus, quelque part, on y est aussi en plein dedans, puisque Meshahou, c'est une espèce de conte atemporel, exactement comme toutes les narrations orales. En général, elles ne sont pas fixées. La mythologie, etc., il n'y a pas de durée. Elles sont éternelles. Et dans ce film-là, donc, le temps, ça peut se passer en 1800, ça peut se passer n'importe quand. Et c'est exprès d'ailleurs que j'ai choisi des costumes, aussi bien des costumes que les maisons, que les accessoires et tout, qui ne sont pas marqués par le temps. C'est pour précisément que l'imaginaire du spectateur puisse mettre ce film-là là où il veut. Et d'un. Deuxièmement, c'était de traiter de problèmes qui me semblaient importants, c'est-à-dire des problèmes structurants d'une société. D'accord ? Nous sommes une société méditerranéenne. Il y a un certain nombre de valeurs, de codes,
d'organisation et de fonctionnement de la société que normalement on doit maîtriser, que normalement on doit redonner à la société, qui normalement doivent sous-tendre nos travaux. Parce qu'en réalité, quel est le rôle, à mes yeux, fondamental d'un cinéaste ou d'un écrivain? C'est tout simplement de redonner à la société sa propre image, mais, comment dire, sublimée. Si ce n'est pas sublimé, analysé. Si ce n'est pas analysé, on en tire l'essence, d'accord? On en tire l'essence et on dit à la société, voilà. Parce que le cinéma, pour moi, c'est ça. C'est de la même manière voilà, qu'un individu, avant de sortir le matin, il se regarde dans le miroir, s'il n'y a pas de saleté sur son visage et tout. Le cinéma, à une échelle plus grande, il joue ce rôle par rapport à la société. D'accord? Ça veut dire que dans le film, c'est vrai qu'on y voit cette manière de vouloir montrer la beauté. D'abord des lieux, la beauté du costume. On y voit aussi, il y a des repères, il y a des composantes de notre société, tout en étant dans une sorte de... Voilà, moi je le trouve très magique, très esthétique. Les cadres sont beaux, encore une fois. La musique du Dir, bien sûr, vient tout simplement souligner tout ça. Avec, voilà, on va regarder un extrait. Nabil me dit, moi j'ai un extrait. Rapidement, il y a quelqu'un qu'il faut rendre hommage dans ce film-là. C'est l'artiste peintre, l'Arbi Arzqi, qui a fait toute la scénographie et qui a créé les costumes. Ah oui. Bon, j'ai failli l'étrangler, le tuer parce qu'il prenait trop de temps. Mais quand je voyais le résultat, franchement... Mais en tout cas, c'est pour la bonne cause, parce que tout simplement, le résultat, il est irréprochable. Le film est diffusé à chaque fois, et les téléspectateurs nous le demandent. Il y a une demande, parce que le film, encore une fois, transgresse le temps, l'espace, et des générations, aujourd'hui, même nouvelles, l'adorent. On regarde cet extrait-là où on vous voit chercher, bien sûr, le jeune qui vous a fui. En tout cas... bien sûr, on va le voir tout simplement dans cet extrait que nous propose la régie de Nabil Télé. En tout cas, Abdelkassim Hadjadj, et surtout cette phase-là du film, là où vous souffrez beaucoup parce que vous allez vous faire tabasser tout simplement par ces brigands. Et on arrive à... C'est vrai que dans le film, on y voit toutes les composantes du cinéma. C'est-à-dire grosse production, vous aimez les décors, les costumes, beaucoup de figurants. Mais en 2014, vous allez nous sortir La Fatma Soumer. Voilà, quelque chose de grandiose. Vous allez défier la nature parce que vous allez être dans les sommets des montagnes, difficile d'acheminer le matériel. On voit votre matériel transporté à dos d'âne. Et vous nous dites qu'il y avait beaucoup de difficultés à pouvoir réaliser ce film parce que vous vouliez à l'époque, en 2014, travailler sur ces grands espaces non exploités par le cinéma. Et franchement, on a toutes les belles images de ce grand film-là, La Fatma Soumer, où on voit voilà, à la fois il y a cette substance de l'histoire qui est bien évidemment incroyable, mais aussi la beauté de la nature algérienne qui peut être un studio à ciel ouvert tout simplement. C'est beau ce que vous avez fait. Ceci dit, je dois vous dire que si c'était à refaire dans les conditions dans lesquelles j'ai tourné, je ne le referais pas. Ouais, c'était pénible. C'est-à-dire, c'était pénible. On y perd sa santé. Bout de sa santé. Oui. En réalité, comment dire, c'était complètement démesuré et fou de faire ce film-là. D'accord. Un film sur le 19e siècle. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été faits. Il y a eu Boubrala, Bouamama de Ben Ammar Barté, et voilà. Il y a eu peut-être même Lamine Merbah pour Beni Handel aussi. Beni Handel, oui, effectivement. Il y a eu Beni Handel pour la série, pour le télé, exact. Il n'y a pas beaucoup. Pourquoi? Mais parce que si on veut faire de films, crédibles, il faut tout reconstituer, il faut. Donc c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Pour Fatma Soumer, on a occupé à peu près 7 ou 8 ateliers pendant 1 an et demi à Barj Bouararich pour fabriquer les armes, fabriquer le cuir, les chaussures, les costumes, les machins et tout. Et même les membres de l'équipe, parce qu'on avait quand même renforcé l'équipe par des techniciens, le directeur photo, c'était Yorgos Alvanitis, le grec, un grand directeur photo, bien sûr. Et puis il y avait quelques techniciens belges et puis français aussi. Même pour eux,
Il disait, même pour nous, pour l'Europe et tout, c'est un film dur, difficile. Dans l'absolu, parce que c'est le 19e siècle. Alors quand en plus tu fais ce film dans les montagnes... Ouais, ça c'est ça. C'est de la folie furieuse. C'est vraiment un challenge. C'est de la folie furieuse, voilà. Il y avait d'abord eu un problème majeur de l'écriture de ce film. De l'écriture de ce film. Mais pourquoi? Mais parce que Fadman Soumer, elle aussi, quelque part, c'est un mythe. On n'a pas beaucoup de choses sur Fadman Soumer d'écrit. Il n'y a pas d'écrit sur Fadman Soumer. D'accord? Et en plus, elle, ce n'est pas une femme d'action. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis Boubrla avec elle. Mais il se trouve qu'il a été extrêmement difficile de trouver l'équilibre entre le personnage de Boubrla et Fadman Soumer. Parce que Boubrla, c'est un personnage de cinéma, c'est un guerrier. D'action. Il est dans l'action. Il est dans l'action, et le cinéma, a priori, c'est l'action. Et donc l'écriture du scénario a été compliquée, complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors... Donc vous aviez à la fois écriture complexe par rapport au support scientifique, les historiens, et bien sûr toutes les pièces relatives à l'existence et à l'histoire et au parcours de la grande résistante Lalla Fatma Soumer. Et puis vous arrivez quand même, je vous ai coupé un peu la parole parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Nabil me dit il faut accélérer. Vous avez réussi quand même à nous mettre justement un Boubrla en action, mais une Lalla Fatma Soumer aussi qui est dans la sagesse, la consultation, le tajmet, les grandes valeurs. C'était ça dans la spiritualité. Voilà, dans la spiritualité, c'était ça votre équation, votre recette. Absolument, absolument. En fait, dans la réalité, c'est ce qu'ils étaient tous les deux. C'est ce qu'ils étaient tous les deux. Fatma était on dit qu'on c'est une sainte. Alors là, évidemment, moi j'ai quand même une chose que j'ai à dire, c'est qu'il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui est au devant de l'histoire, on la rend exceptionnelle pour ne pas qu'elle soit représentative des autres femmes. On ne dira pas Fatma c'est une guerrière ou Fatma est une sainte. Si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle était sainte. Si elle a pu commander des hommes, c'est parce qu'elle était sainte. Alors que c'est une femme, tout simplement. Sauf que c'était une femme de caractère et qui avait transgressé des tabous. Le premier d'entre eux, on l'a mariée, comme c'était l'usage à l'époque, avec un cousin à elle et tout. Elle a dit non, ils l'ont forcée, elle a été... Et le mariage n'a pas été consommé, et elle a tout fait pour. Ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a été bannie par sa famille et récupérée par son frère Taïb, qui est parti, qui lui était dans un autre village. Il enseignait le Coran et tout dans un autre village, et par solidarité, il l'a prise avec lui. Et donc, ce problème de sainte, dès qu'il y a une femme qui fait quelque chose qui peut paraître exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel chez une femme dans un monde, il faut le rappeler, de machisme? On est en 1840. Voilà. Elle était toute jeune, elle avait quoi, 17 ans? Elle est née en 1830, voilà. Elle avait 20 ans. 20 ans. 20 ans, d'accord. Ceci dit, le machisme, on y est encore, on n'en est pas sorti. Et donc, quand une femme réussit à sortir de l'inconnu, à sortir et à devenir un nom qui reste dans l'histoire, il ne faudrait pas qu'on le réduise, il ne faudrait pas qu'on dise c'est une femme. Il faudrait qu'on dise qu'elle est autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est une sainte. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bien voilà. sûr, on comprend. Et ça, parce qu'on ne peut pas admettre qu'une femme ordinaire puisse faire des choses pareilles. Mais finalement, bien sûr, dans le film, parce qu'après, dans le film, on va comprendre un petit peu son milieu, comment elle se rapproche aussi de la religion, des valeurs de la religion. C'est une femme qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes d'ailleurs. C'est une femme juste qui n'aime pas l'injustice. C'est une femme qui tout simplement transmet les belles valeurs de notre religion, de notre tradition, de notre vraie histoire qui a été, encore une fois, cassée par le colonisateur, et c'est pour ça qu'on en voulait à ces régions-là. C'est pour cela qu'on a voulu casser et la religion, l'identité, les traditions, les mœurs de ce peuple, et vous le mettez en avant, bien sûr, vous la mettez en avant dans ce film qu'on va voir ensemble avec les téléspectateurs, 1h55. Et son travail et sa résistance a été telle qu'elle a été reconnue même par l'ennemi. Ah oui.
qui l'ont comparé à leur Jeanne d'Arc, ils l'appelaient la Jeanne d'Arc de Kabylie. Mais Randon avait beaucoup de respect pour elle. Oui, elle avait beaucoup, parce que tout simplement, elle a fait des batailles incroyables, comme la bataille du Sebaou, oui, aussi, ouais, 3 grandes batailles où elle a fait vraiment des dégâts, et elle a causé des pertes à l'ennemi, et elle a résisté, et elle a insufflé encore une fois cet esprit de la résistance qui était venu de l'émir Abdelkader, de la résistance de Zaatcha et de Al-Muqarrani, et plein d'autres, jusqu'à bien sûr la révolution de novembre 54 qui a permis l'acccélération du processus de l'autodétermination et de l'indépendance du peuple algérien. Monsieur Belkacem Hadjadj, merci beaucoup. C'est juste un plaisir de vous accueillir, de vous parler, d'échanger avec vous, bien sûr avec les téléspectateurs. On va regarder ensemble sur Canal Algérie l'intégralité du film Lalla Fatma Nsoumer. C'est une belle production. Je vous souhaite un beau film sur Canal. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je remercie Nabil Teibej, toute l'équipe du Studio 7 de nous avoir soutenus. Au revoir, portez-vous bien. Ciao.